Un 3, il tombe pas du ciel. Donc là, je pose le système. Ça fait 2, 1, 3, 4. X, Y. 5. X, Y. Ça donne 2x plus y égale 5x. 3x plus 4y égale 5y. Bon, ben voilà, hein, donc ça fait y, c'est équivalent à y égale 3x. Y égale 3x, donc x égale 1, y égale 3 par exemple. D'où le 1, 3 ici. Ok. Voilà. Alors regardez. Juste avant de passer à l'autre exercice. Oui, alors, j'aimerais maintenant qu'on poursuive plus I Z2 égale 1. Z2 égale 1 plus I. Z2 égale 1 plus I sur I. Donc 1 sur I plus 1. Ça veut dire moins I plus 1. Hein, donc du coup, antécédent, réponse c'est moins I plus 1. Là, on voit que 1, 1, il a un unique antécédent. Elle a donc autant d'éléments que vaut la dimension de ces carrés. 2. Donc c'est bien une base. C'est bien une base de ces carrés. Et donc, puisque c'est une base, quel que soit alpha, bêta appartenant à ces carrés, il existe un unique couple, Z1, Z2, appartenant à C croix C. Il existe une unique combinaison linéaire qui exprime alpha, bêta comme Z1, 1i plus Z2, I0. D'accord? Bon, ben, ce qui conduit à dire que F5 est bijective. Vous voyez ce que je veux dire? Valeur possible pour U1 et U2. Par exemple, si U1, je prends 0, 0, ça va pas le faire, ça va pas être bijectif. Alors, dans quel cas F5 est-elle bijective? Que faut-il? À quelles conditions sur U1 et U2 F5 est bijective? Donnez-moi votre réponse en cachet, s'il vous plaît, pour ceux qui l'ont. Ben, si et seulement si, alpha 1, bêta 1, alpha 2, bêta 2 est une base. C'est carré. P au carré. On a C de lambda P plus mu Q égale lambda C de P plus mu C de Q. Ok? Bon ben, cette phrase mathématique, elle est mise à défaut. Contre-exemple. Des contre-exemples, il y en a des milliards. Si je prends P égale X, si je prends Q égale le polynôme toujours égal à 1, si je prends lambda égale mu égale 1, donc ça fait C de 1x plus 1, 1. Donc C de x plus 1. Ça fait x plus 1 au carré. Hein, parce que c'est à P, j'associe P au carré. Il suffit d'un contre-exemple pour le prouver. Bon, il suffit d'un contre-exemple pour prouver, ne vérifiant pas l'égalité, pour dire que cette dernière n'est pas tout le temps. Alors, figurez-vous d'une chose, c'est qu'en fait, on dispose d'un magnifique moyen de vérifier si une application n'est pas linéaire. Donc oui, si on le sort, voilà, ça donnera toujours 0. Donc là, j'ai utilisé par linéarité.
j'utilisais la linéarité en sortant le 0, j'utilisais la linéarité. Et donc, du coup, pour prouver rapidement... Alors, je regarde un petit peu s'il n'y a pas des questions. C'est le petit moyen rapide de vérifier qu'elle est linéaire. C'est un petit peu, vous vous souvenez, les espaces vectoriels, pour montrer qu'un ensemble n'est pas un espace vectoriel, il suffit de montrer que le vecteur nul n'est pas dedans. Pour montrer qu'une application n'est pas linéaire, il suffit de prouver que l'image du vecteur nul ne donne pas le vecteur nul. Mais cela me suffit. Si l'image du vecteur nul est le vecteur nul, cela ne prouve pas pour autant que l'application est linéaire. Phi1. Alors il y a aussi une autre Phi1, c'est Phi1 de P, c'est P plus 2 P' plus 3 P seconde. Donc si vous regardez bien, c'est P plus 2 F de P plus 3 F rond F de P. Alors, F de P linéaire, ça linéaire. Par contre, le P tout seul, si je prends l'application qui a P associe P, est-ce que c'est une application qui est linéaire? Oui. Vous savez comment elle s'appelle cette application? L'application qui a P associe P, elle porte un nom. De 2P, je fais prime de 0. Donc là, j'ai d'abord F, puis j'ai... là, ça, c'est l'application G. Donc, je vois que H, c'est G rond F. Ok. Alors, prouver que G est linéaire. Là, si je fais G de lambda P plus mu Q, donc quel que soit PQ appartenant à R cube, R3 crochet X, lambda mu appartenant à R, j'ai lambda P, l'image de lambda P plus mu Q en 0. C'est lambda, là il n'y a vraiment rien à dire, c'est évident. Donc j'obtiens bien lambda de G de P plus mu G de Q. G linéaire. Ok. La partie principale du développement de Taylor-Young sans le petit o. Ça donne encore un polynôme. Cette association, cette correspondance est également linéaire. Si vous regardez, c'est un petit peu comme au-dessus. Sauf que au lieu d'avoir 4, 5, 6 que j'ai pris au pif, j'ai 1 sur factoriel 2, 1 sur factoriel 3, etc., 1 sur factoriel n. Donc vous voyez, de la même manière, c'est encore linéaire, parce que c'est une combinaison. C'est, comment dire, chaque pkm en 0 sur factoriel k x puissance k est une application linéaire, et c'est la somme de chacune c'est une somme d'applications linéaires. Et chacune de ces applications linéaires s'interprète en tant que telle. On déduit que chacun de ces termes est également linéaire, puisque ça peut s'interpréter comme la composée d'applications elle-même linéaires qu'on vient de faire dans ce cas particulier. Donc là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste
Voilà, j'ai juste besoin que vous sentiez les raisons pour lesquelles cette application est également linéaire. Hein, on peut l'interpréter comme la somme et la composée d'applications elles-mêmes linéaires. Voilà. Alors, je vous propose qu'on passe à la suite. Ok. Donc là, on suppose avoir établi que les applications étaient linéaires. Prouver que les applications linéaires suivantes sont des isomorphismes. Donc là, le but, c'est pas de, à la limite, vous pouvez utiliser votre calculatrice, hein, si vous avez à droite par la matrice inverse. Si on a l'identité, je montrerai que 1, 0, 0, 1, identité fois xy. Donc là, je fais le calcul. Mais, ce que je veux dire, l'identité fois xy, ça va donner quoi? De alpha bêta, pardon. C'est la matrice inverse fois alpha bêta. Ok? Allez, vous me faites la même chose. Du coup, pour phi2. Alors, phi2 est bijective car égale Monsieur, oui. juste que vous avez marqué à la fin pour phi 1, en quoi ça prouve la bijectivité? Alors, pourquoi ça prouve la bijectivité? Être bijectif signifie qu'à tout couple alpha-bêta, il existe un unique antécédent XY. T'es d'accord? Oui. Bon. Donc là, pour prouver qu'il existe un unique antécédent, ah, ça m'énerve ça, je vais mettre la main et puis il me tire un trait. Je résous l'équation 1, 2, 1, 3, xy égale alpha bêta. T'es d'accord, Esteban? Oui. Bon. Pour résoudre ce système, j'ai une magnifique méthode FEM. C'est, au lieu de résoudre en passant par la matrice équivalente, c'est avec la calculette qu'on cherchait l'inverse, eh ben, ils se sont rendus compte que n'existe pas. L'inverse n'existe pas. Alors maintenant, un moyen très rapide, c'est de se rendre compte que 1, 0, moins 1 a plusieurs antécédents. Antécédents. Il est égal à phi2 de 1 à 1, 0, et il est égal à phi2 de 0, 0, 1. Donc non bijective.
Bon, Monsieur. attends 2 secondes, Esteban. Je vous propose qu'on fasse une pause. Il est 9h53. On fait une pause de 15 minutes pour image 0. Donc x plus y, il sera encore dans le quart de f. Okay, et on a vu au travers de différents comptes rendus d'exo que souvent les images et les kers, ils s'écrivaient sous forme de vectes de quelque chose. Et donc du coup, on pouvait à ce moment-là en déduire qu'il s'agissait bien d'espaces vectoriels. De 0, 0, 0. Un, 0, moins 1. Donc, quart de f. Quart de f égale vect de 1, 0, moins 1. Donc, celle-là m'intéresse. Et là, l'application 11, faut juste réfléchir. Hein, puisque ça, c'est finalement f de p. Hein. Voilà, c'est ensembliste, in de f égale Rn-1 crochet x. D'accord? Alors, on le sentait bien intuitivement que c'était Rn-1 crochet x.